même instant, dans des millions de galaxies, les hommes attendent un jour meilleur et le spectacle continue. Venu du fond de vos mémoires, vous rappeler à l'essentiel, nous visitons notre présent comme des mutants de temps en temps. Portez... Je tiens aussi à remercier Elodie qui nous a sorti d'une panne technique hier qui a planté la moitié de l'après-midi. Et donc Elodie, merci pour ton efficacité. Voilà, alors on est en direct avec monsieur David Abbassi, islamologue et écrivain, qui tient une émission sur Radio Ici Maintenant, c'est l'humeur du temps. Donc David Abbassi, spécialiste de l'islam. On va faire le point sur la situation en Iran, où la colère grandit après la mort de Mahsa Amini, donc qui est devenu le symbole de la brutalité du régime. Bonjour monsieur Abbassi, vous m'entendez? Bien sûr mon chef Philippe, bonsoir, bonjour pour le tour. Bonjour. On a la chance de vous avoir avec nous cet après-midi pour faire le point sur la situation. Et puis déjà, je vous avais à l'instant, vous m'avez donné des références. Votre compétence là ne fait aucun doute. Alors vous m'expliquez que vous connaissez Mahsa Amini. Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Puisque le média ne connaît pas assez Mahsa Amini et toutes les informations, on va le remercier, c'est bien, concernant la manifestation et tout ça, mais pourquoi on a choisi Mahsa pour le tuer et qui était Mahsa? Pour mieux le connaître, je vous invite d'écouter ça, s'il vous plaît. Voilà, ça c'était Mahsa Amini qu'elle chantait sans musique. Vous voyez, la voix de Mahsa c'était sans musique. La fille de 22 ans. Déjà, je veux vous donner une petite explication sur Mahsa et pourquoi on l'a choisi pour le tuer, pour que vous soyez au courant de certaines choses cachées de ce dossier. Mahsa se nomme kurde parce qu'elle est d'origine de Kurdistan d'Iran. C'est une fille kurde. Elle s'appelait Gina Kurdestani, c'est-à-dire Mahsa Amini. Gina Kurdestani est une artiste, chanteuse, danseuse, actrice perse, kurde, parce que le kurde, c'est l'ancienne population perse, qui sont actuellement en Iran, en Irak, en Turquie et en Syrie. Alors, Gina est de Sanandaj, une ville en Kurdistan iranien. Elle vient à Téhéran, après quelques jours de vacances au bord de la mer Caspienne, elle retourne à Téhéran avec sa famille et un soir, ils vont sortir avec ses cousines et ses cousins pour s'amuser en ville. Mais
il était choisi, c'est-à-dire Mahsa a été choisi. Ça, ce n'est pas de l'histoire, c'est la vérité de dossier. Et il avait été choisi d'être assassiné au moment de la commémoration de Arba'in en Iran. Arba'in, c'est quoi? C'est 40e jour de l'assassinat de nouveau de Mahomet. Il s'appelle Hussein. Alors, on va l'arrêter pour question de voile. Si nos amis le consultent sur l'Internet, on va constater qu'il était bien couvert. Même sa mère, quand elle a parlé avec moi, que j'ai eu la voix de sa mère également, après c'était diffusé partout, elle précise que ma fille, la voile qu'elle avait sur la tête mesurait 3 mètres, était tellement grande qu'il pouvait tout couvrir. Même nous voyons la photo et le vidéo qu'il entre dans le commissariat de la République islamique à Téhéran, et là aussi on voit que concernant le voile, que c'est une obligation contre les femmes en Iran, a été bien porté par Gina. Mais il commence à insulter Gina, puisqu'elle est danseuse aussi, et nous avons des films qu'elle est en train de danser avec des groupes femmes kurdes en Kurdistan, comme cette chanson que vous avez entendue, que c'est unique, que vous entendez, comme cette chanson qui est sans voile, bien sûr, quand elle dansait, c'est comme un artiste, et il ne portait pas le voile dans les fêtes et tout ça. Alors, cette fille, encore quand on l'insulte, elle se défend en parole seulement. Oh, il lance des paroles, elle répond en paroles, et après, un général de pastoral iranien, il va le prendre, et il va coller sa tête 10 à 12 fois contre le mur, et voilà, c'est la cause de décès de Gina, Kordestani, Mahsa, Amini. Une chose que notre président, mon cher ami Didier, il m'a dit que c'était très intéressant, et ça serait bien de préciser ici et maintenant, ce que l'histoire de Mahsa, il va ressembler beaucoup à l'histoire de M. Mohamed Bouaziz. Mohamed Bouaziz, c'était qui? C'est la personne que un jour, le 17 décembre, en Tunisie, c'est un marchand de fruits. Qu'est-ce qu'il va faire? Mohamed Bouaziz, il va donner fin à sa vie, immolation. L'immolation qui a déclenché le printemps arabe. Et après la Tunisie, c'est d'autres pays. Ici, entre parenthèses, pour rendre hommage à Didier Doplès et à la radio ici maintenant, je veux vous préciser quelque chose. Un mois avant l'histoire de 10 décembre de M. Mohamed Bouaziz, j'ai reçu sur notre antenne M. le ministre Ahmed Ben Nour, qui était ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ambassadeur plusieurs fois, et ministre de service de renseignement de M. Habib Bourguiba, ex-président et guide de la Tunisie. Je l'ai reçu, j'étais ami avec lui à l'époque, depuis 22 ans. À l'époque, il était en France depuis 24 ans. Chaque fois quand je le voyais, il venait chez moi aux Champs-Élysées, je lui proposais de parler avec lui, de l'interviewer sur la Tunisie. Toujours, il refusait et il disait, David, c'est trop dangereux, c'est un assassin, il va envoyer ici des gens, ils vont me tuer. Mais le novembre, un mois avant de Mohamed Bouaziz, lui-même, il est venu dans mon bureau en me proposant de parler. Et c'est là qu'on parle pendant 1 heure, que c'est disponible sur l'Internet. Les gens ne peuvent aller écouter en tapant David Abbassi, Bouaziz, Ahmed Ben Nour, radio ici maintenant. Alors, David, je vais donner donc la référence de cette vidéo dont vous parlez. Donc, c'est Ahmed Ben Nour, ancien ministre tunisien. Vous pouvez retrouver la vidéo en tapant donc David Abbassi, Ahmed Ben Nour, ministre tunisien.
50% il ressemble à l'histoire de Mohamed Bouaziz, et c'est pour ça que depuis quelques jours, il y a une grande révolution qui a été déclenchée en Iran, et j'ai énormément d'images de manifestations et les gens qui mettent feu, qui brûlent leur voile et qu'ils dansent, qu'ils refusent de porter le voile. Et alors malheureusement, puisque je vais vous informer, et depuis j'ai énormément de vidéos comme quoi les gens ils brûlent les mosquées, ils brûlent les temples des chiites en Iran, dans plusieurs villes en Iran. On a brûlé les mosquées, et on a frappé les polices de guidance, on peut dire, police de la voile ou police anti-manifestation qui sont dans la rue, c'est-à-dire avec un grand courage, le peuple iranien, la jeunesse, il fait face, ils ne sont pas armés, mais le police, il est armé, il attaque les policiers. J'ai des dizaines d'images que j'ai diffusées hier dans mon émission, qui est diffusée dans le monde entier par satellite, même accessible, les gens ils peuvent regarder. Le courage que le peuple iranien il a obtenu depuis l'assassinat de cette jeune artiste. Précisez bien, je précise, Mahsa, c'était un artiste et ils l'ont ciblé, c'était une cible pour donner comme sacrifice à Imam Hussein le 40e jour de son anniversaire. Tout ça, c'est des informations qui déjà été publiées en Iran, mais malheureusement, peut-être certaines informations, on ne va pas l'entendre ici, cher Philippe. Voilà, après cette petite exposé, je suis à votre disposition si vous avez des questions, cher Philippe. Oui, alors bien sûr, on a des questions. Je remercie David pour le point sur la situation. Donc, Mahsa Amini, hein, une artiste, vous précisez que sur la vidéo dont vous parlez, la vidéo du commissariat, elle porte le voile. Alors, David, est-ce que vous pouvez nous expliquer le port du voile en Iran, qu'est-ce qui le justifie? Est-ce qu'il y a des textes religieux qui justifient le port du voile? Il paraît que certains textes le justifient. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, David? De toute façon, cher Philippe, ce que j'avais dit et écrit depuis 40 ans, dans une minute, je vais répéter, même s'il y a des textes sacrés dans le Coran qui imposent aux femmes de porter le voile, aujourd'hui, au XXIe siècle, ne peut plus être valable, puisque tous les textes qui soient le Coran, même, je ne parle pas des hadiths et riwayat, je parle de Coran. Même Coran, ce qui était ramené par Mahomet lui-même et ses conseillers, ses 5 conseillers, que je donnais énormément des explications il y a déjà 40 ans dans mon livre, Les secrets de l'islam. Ce sont des paroles de Mahomet et ses amis, et même s'il y a le texte, je vais en parler bien sûr, ça ne peut pas être valable pour Paris, pour l'Iran, pour l'Égypte, pour Tunisie, pour tous les pays du monde musulman d'aujourd'hui, puisqu'à l'époque, il habitait dans un village de péninsule d'Arabie, avec quelques chameaux et quelques centaines de personnes seulement. Même à son époque, il y avait des grandes civilisations à Damas, en Iran, au Liban, phéniciennes, babyloniennes, assyriennes, et les chrétiens qui vivaient en avec une grande civilisation, que la femme était libre, etc., etc. En Égypte, en Syrie, en Iran, les femmes étaient reines plusieurs milliers avant que M. Mahomet y vienne. Pour ça, même si c'est dans le bouquin, le Coran, il a il impose certaines lois et règles, comme tuer, comme d'autres choses, ça ne peut pas être valable à ce jour-là, ici et maintenant. Et même à l'époque de lui-même, quand il sortait de péninsule d'Arabie, il n'était plus valable, puisque juste à côté de lui, Golfe Persique et tous les pays
qu'aujourd'hui on le connaît, femmes étaient libres, en plus les femmes, reines de Saba, on le connaît en Syrie, en Égypte, plusieurs femmes qui étaient reines, en Tunisie d'aujourd'hui, c'est-à-dire Nord-Afrique, et la civilisation Gardache de Nord-Afrique, il y a déjà 5000 ans, la femme c'était patronne du foyer et de la maison, et du pays et de la ville. Chez les Perses, même au moment que Mahomet il est né, nous avions des reines, c'est-à-dire le roi, c'était des reines, des femmes. Alors, tout ce que lui, il a ramené dans le désert d'Arabie Saoudite de l'époque, ça ne peut pas être valable, même si ça existe dans le Coran. C'est déjà première chose. Deuxième chose, question de voile, cher Philippe, c'est ça. Puisqu'on vivait dans le désert et quand on voulait sortir, monter sur le chameau, il y avait des vents, des tornades, je ne sais pas quoi, on était obligé de se protéger avec le voile. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas ni des lunettes, ni le casque mis sur la tête, je ne sais pas quoi, on était obligé de se couvrir, surtout la tête, avec des tissus. Cette couverture, cette voile, aujourd'hui, ici et maintenant, existe dans tous les pays arabes du Golfe Persique. Ce qu'ils mettent sur leur tête, c'est le souvenir de l'époque. Tout ce que Yasser Arafat aussi il portait, c'est que le symbole d'être arabe sur la tête des hommes, c'était ce qu'on portait à l'époque, l'homme et femme, et c'était un truc de protection, ce n'est pas un truc de religion. Alors, après, si vous avez d'autres questions, je vous réponds. Sinon, je vais vous dire également, dans le Coran, quand il parle de couvrir, de se couvrir, histoire, parce que vous savez, je suis un spécialiste, tout le monde le sait, pour chaque verset du Coran, on dit il y a une cause, une raison que cette parole a été prononcée par Mahomet. Lui, il dit Allah, mais moi je dis lui-même, puisque Allah, déjà, ces gens-là qui prétendent Allah, il a dit ça, Allah, c'est-à-dire le Dieu, il a dit ça, il fallait qu'il vienne me dire c'est qui le Dieu, comment est le Dieu, où est le Dieu, qu'est-ce qu'il fait le Dieu. Comment ça se fait que le Dieu, il va aller voir quelqu'un dans le désert d'Arabie Saoudite d'aujourd'hui en disant viens, tu vas sauver le monde. En plus, dans le Coran, n'est pas ça. Dans le Coran, il dit nous n'envoyons pas des messagers qui à la langue de leur pays. C'est-à-dire même si Mahomet, même si elle était messager, qui n'est pas messager, il était seulement pour les Arabes de la péninsule d'Arabie Saoudite. Alors, à l'époque, M. Mohamed lui-même, puisqu'il avait plusieurs femmes, tout le monde le sait, tout le monde a écrit, actuellement ce n'est pas de secret. Il avait plusieurs femmes, et les femmes étaient belles, jolies, parce que toutes les belles femmes, c'était d'abord pour le roi, pour le Mahomet. Alors, ses conseillers, il présentait avec ses femmes, puisqu'il avait une dizaine de chambres autour de Kaaba, la Mecque d'aujourd'hui, autour, il avait plusieurs chambres, plusieurs maisons, dans chaque maison, il y avait une de ses femmes. Alors, il ne pouvait pas être partout. Quand elle était chez Madame Aïché, il y avait ses collègues, ses amis, ses fidèles, ses camarades qui étaient allés voir Mariée, qui étaient voir Georges, qui étaient allés voir Hafsa, d'autres femmes. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait en diqada, c'est-à-dire il commençait à parler, à plaisanter avec les femmes de Mahomet, et même de temps en temps dire des choses que peut-être Mahomet n'aimait pas. Par exemple, il y avait quelqu'un, une fois, il dit, si Mahomet, demain, il meurt, c'est moi que je veux te prendre comme femme, l'autre, etc. Alors Mohamed, un jour, il est fâché, il va venir, il lui a dit, voilà, Allah, il est venu me donner des messages, c'est ça, mes femmes n'ont pas le droit de parler avec des hommes, mes femmes n'ont pas le droit de sortir sans voile, patati patata. C'est-à-dire, tout ça aussi, c'était personnel et une protection pour M. Mohamed et ses femmes, qui ne peut pas être valable aujourd'hui pour l'Iran ou d'autres pays. Et comme vous savez, M. Philippe, actuellement, même en Arabie Saoudite,
le voile n'est plus obligatoire. Le voile n'est plus obligatoire ni en Jordanie, ni en Turquie, dans aucun autre pays. Alors la Perse, l'Iran, les Kurdes, avec 7000 ans de civilisation qu'ils faisaient avec Mésopotamie. Mésopotamie, c'est quoi? C'est l'Iran et l'Irak d'aujourd'hui. C'est l'Iran et l'Irak d'aujourd'hui, Mésopotamie. Alors, ces gens-là qui héritiers, cette grande civilisation, aujourd'hui, ils doivent soumettre aux dictatures des gens avec turban sur la tête. Noirs qui se sont émigrés d'Arabie Saoudite en Iran, puisque tous les ayatollahs iraniens ne sont pas d'origine kurde ou d'origine iranienne. Ils sont des Arabes qui sont venus de péninsule d'Arabie en Iran. Et une fois qu'ils ont tué les Iraniens, ils ont tué les Égyptiens, ils ont tué les Tunisiens, ils ont tué les Marocains, on leur a imposé l'islam, et maintenant ces gens-là, ils imposent le voile et d'autres choses, et même si tu ne le portes pas, on va te tuer. Et Mahsa, ce n'est pas le premier. Depuis 43 ans, après la révolution islamique en Iran, cher Philippe, plusieurs centaines de femmes ont été exécutées et tuées, et exactement, je vais vous dire, plus de 130 000 personnes, hommes et femmes, depuis la révolution de Khomeini, exécution, c'est-à-dire pendu ou être tué par le fusil, je ne sais pas quoi, exécuté, et tout ça c'est la jeunesse, comme Mahsa qui avait 22 ans, au nom d'une idéologie qui venait de péninsule d'Arabie Saoudite il y a déjà 14 siècles. Je vous écoute. Oui, alors David Abbassi, notamment, c'est vous qui êtes à l'origine de l'expression islam politique. Hein. Vous faites toujours la différence dans votre émission L'humeur du temps. Vous êtes particulièrement attentif à faire la différence entre l'islam politique et la croyance, qui sont deux choses différentes. On va recevoir les questions des auditeurs, donc je vais continuer à vous poser des questions sur la situation en Iran, mais les lignes sont ouvertes, donc les auditeurs peuvent appeler pour vous poser directement des questions. Alors, David, vous parliez de ce marchand de fruits qui s'est immolé en Tunisie. Est-ce que vous pensez qu'en Iran, on est sur donc vous nous avez expliqué qu'on est quand même sur le même type de révolte contre un pouvoir en place. Est-ce que vous pensez qu'en Iran, parce que là c'est quand même une actualité internationale, hein, c'est allé jusqu'à l'Organisation des Nations Unies, etc. Est-ce que vous pensez qu'en Iran, ça peut suivre le même chemin que en Tunisie à l'époque? Est-ce qu'on est face à une révolution colorée? De cette question, comme je dis au départ de mon émission, je remercie beaucoup Didier Doplech qui m'a donné même cette idée-là hier soir, qu'il a tout à fait raison. L'histoire de Mohamed Bouaziz qui se immolait par le feu en Tunisie, ça se ressemble 100% avec l'histoire de Mahsa Amini, Gina Kurdestani, mais puisque je suis toujours sincère avec mes auditeuristes, avec les gens que je parle avec eux, je suis toujours sincère, je dis ce que je pense. Malheureusement, je veux vous dire, malheureusement, je crois que la mondialisation, ils préfèrent de garder les ayatollahs parce que la révolte d'aujourd'hui, elle est très, très, très élargie dans le pays. Je suis sûr et certain que si on soutient cette révolte, comme on a soutenu la chute de Zainul Abidine Ben Ali, comme on a soutenu la chute de Hosni Mubarak et les autres dictatures, Gaddafi, Nicolas Ceausescu, si on soutient cette révolte du peuple iranien, il va tomber avec ce soutien. Ça vient d'où? Il vient de l'Occident, puisque actuellement l'Iran il est allié avec Poutine.
Alors l'Occident, puisqu'il a des intérêts financiers, et comme je le vois à New York aujourd'hui, malheureusement, ils ne vont pas soutenir comme ils ont soutenu les autres peuples que j'ai cités. Mais tout de suite, entre parenthèses, je veux confirmer ce que vous venez de dire concernant l'islam politique. Le mot islam politique, depuis 1979, juste à la veille de la révolution islamique d'Iran, c'était inventé par David Abbasi, par moi, et je l'utilisais quand j'étais en Iran, même quand j'ai quitté l'Iran après peu de temps, je l'utilisais, j'ai fait des livres, des bouquins, et même premier ministre de Khomeini, qui s'appelait M. Mehdi Bazargan. Il était un homme de cravate, sans voile sa femme. Juste après le chute de Shah, il est devenu premier ministre de Khomeini. Mehdi Bazargan, qui était un ami. Et quand je l'avais interviewé, quand j'ai parlé avec lui, et j'ai parlé de l'islam politique, il précise, il y a déjà 42 ans, comme quoi, j'ai jamais entendu le mot islam politique, c'est une invention par toi, mais je sais qu'est-ce que tu veux dire, et il donne des explications. Voilà. C'est-à-dire, tous nos amis musulmans, ils doivent savoir, depuis 43 ans, si je dis des choses, ce sont des choses scientifiques, c'est l'histoire que je leur raconte, c'est l'idéologie de l'islam politique, aucun rapport avec l'individu musulman, Moi, je pense que l'individu musulman, tous sont gentils, humains et intelligents, mais malheureusement, c'est l'idéologie islamiste qui fait ça. Actuellement, vous pouvez même constater que notre président Macron, depuis quelques années, il ne prononce plus le mot djihadiste, il parle de islam terroriste. C'est-à-dire, islam terroriste, c'est une idéologie terroriste que beaucoup de musulmans dans le monde, même en France, ici chez nous, ils sont contre cette pensée de l'islamisation, politisation de l'islam et de l'islam politique. Par contre, tout ce que j'ai fait, en même temps, on peut dire que c'était pour sauver nos musulmans. Pour sauver les musulmans partout. Pour ça, vous tapez sur l'internet, vous pouvez constater qu'en Égypte, en Jordanie, en Turquie, en Kurdistan, Irak, en Syrie, il aime David Abbasi et ses idées et ses pensées. Voilà. Moi aussi j'aime les musulmans, mais c'est une raconte. Je raconte l'histoire vraie de l'idéologie islam qui est islam terroriste, pas djihadiste. Parce que si on dit djihadiste, c'est pour ça que Macron non plus ne dit plus, aucun média ne doit plus dire ça, parce que quand vous dites djihadiste, djihad, ça veut dire la guerre sainte, vous justifiez la guerre sainte avec votre ignorance, et l'individu musulman lui a dit, oh c'est djihad, je vais aller faire le djihad. Mais quand vous... David, on a un intervenant qui voudrait vous poser une question. D'accord. C'est bon. Gérard, on t'écoute. Alors oui, bonjour Philippe, bonjour Monsieur Abbasi. Content de vous entendre en journée, Monsieur Abbasi, Gérard. Je voulais vous poser une question au sujet de Nasrim Sotoudeh. J'aurais aimé savoir quelle part elle prend aux manifestations et si vous avez des nouvelles. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il voulait entendre, pardon? Alors, tu peux répéter le nom, Gérard? Nasrim Sotoudeh. Ah oui, Nasrim, oui. Alors, Nasrin Sotoudeh, c'est une femme avocate qui était en prison pendant plusieurs années, que je l'aime beaucoup, que je l'admire. Parmi plusieurs milliers de femmes combattantes, seulement le problème de Nasrin, c'était qu'elle était avocate et elle défendait les victimes. Elle a subi énormément de choses qu'il ne fallait pas. J'ai des grands respects pour Nasrin Sotoudeh. Et à savoir quelle part elle prend dans les manifestations, si vous m'entendez. De toute façon, la manifestation est soutenue par la totalité du peuple iranien actuellement, cher Gérard, et la totalité du peuple iranien, même une grande partie
parti de pouvoir ou de l'ex-pouvoir et ils ont soutenu Mahsa et ils demandent de la République islamique d'Iran d'annuler Gasht Ershad. Gasht Ershad, c'est patrouille d'orientation, que le peuple iranien il s'appelle patrouille de tuer, parce que c'est une police réservée et spécialement en Iran pour empêcher les gens de sortir, de vivre si ils ne portent pas bien leur voile. Cette police est une police spéciale à côté de toutes les autres polices. Alors concernant cette police, beaucoup de gens ont contesté. Je vais préciser que hier, dans mon émission en personne, j'ai dit que Prince Charles, qui actuellement il est le roi, il est copain avec d'autres équipes de la République islamique d'Iran, qui soient Khatami, Moussavi et autres. Je dis faites attention parce que ces gens-là, ils sont capables de vous remplacer le frère d'Ali Khamenei à la place d'Ali Khamenei et après ça va être la même histoire. Par exemple, cher Gérard, beaucoup de gens que je constate actuellement sur les réseaux sociaux, ils viennent du pouvoir iranien, ils contestent cet assassinat, ce sont des gens qui ont même, ils ont imposé cette loi en Iran, comme ancien président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, comme l'ancien président de la République islamique d'Iran, Mohammad Khatami. Ces deux personnes-là, il y a déjà 37 ans, c'était les gens qui ont justifié et passé dans l'Assemblée islamique les voies que comme quoi porte de voile est obligatoire. Alors aujourd'hui, si ces gens-là viennent parmi le peuple, c'est pour prendre place dans le pouvoir. Mais la totalité des gens actuellement, ils sont contre ce régime et contre cette police de voile. Gérard, oui, d'accord. Bon, en ce qui me concerne, je sais que ma Bible et l'apôtre Paul qui régissait la vie de l'Église dit lorsque la femme prie, qu'elle se voile. En dehors, quand elle prie pas, elle peut aller au coiffeur, elle peut mettre les bigoudis, elle peut mettre une casquette, elle peut danser comme elle veut. C'est la Bible. Voilà, merci Monsieur Abbassi, merci Philippe et merci Radio SCM maintenant. Merci, au revoir Gérard. et merci. Merci Gérard. Merci, au revoir. Oui, alors comme le précise Gérard aussi, c'est vrai que dans la Bible, c'était encore présent il y a quelques années en France, sans que ce soit religieux, il y avait encore beaucoup de femmes qui portaient des foulards qui peuvent faire penser au voile. En tout cas, vos questions sont les bienvenues. On est avec Monsieur David Abbassi, islamologue, écrivain qui tient un magazine sur Radio Ici et Maintenant, c'est l'humeur du temps, c'est le moment de lui poser des questions sur la situation en Iran. Le numéro du standard, c'est le 08 92 23 95 20. Alors, Monsieur Abbassi, David, donc le peuple en révolte, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur le président iranien, parce que ça se place quand même dans un contexte où le président est assez vieux, est assez âgé. Est-ce qu'il y a un fond de problème de passation de pouvoir en Iran ou est-ce que c'est autre chose? Cher Philippe, déjà, je veux préciser une chose avant de répondre à cette question, c'est qu'il ne faut pas oublier les trois religions d'Abraham, le judaïsme, le christianisme et l'islam sont de même origine, tous sont d'origine d'Abraham, mais seulement deux fils, il avait Ismaïl et Ishaq. Le judaïsme et le christianisme, ils viennent du côté d'Ishaq, et l'islam, il vient du côté d'Ismaïl, et tous les deux, les enfants d'Abraham. Pour ça, tous les trois religions, ils sont des choses qui se ressemblent. Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est que le judaïsme, déjà, il y a l'ethnie juive et la croyance judaïsme. Alors, cette croyance judaïsme
n'intervient jamais dans la vie de d'autres personnes dans un autre pays. Même si en Israël il existe des intégristes juifs, ils n'arrivent pas à imposer leurs idées partout en Israël. Vous voyez que la liberté en Israël, patati patata patata. Christianisme, après le Moyen-Âge, et surtout après la Renaissance, et surtout après la création du protestantisme, ils ont fait un grand nettoyage, révolution dans le christianisme, et c'est pour ça maintenant vous avez catholiques, orthodoxes, protestants, et pour ça vous ne voyez personne qui va venir vous imposer de faire ça et de faire ça, ni le pape, ni le patron de l'église orthodoxe ou protestante, n'importe quel pasteur ne vous impose pas des choses. Mais le seul problème qui existe, c'est chez l'islam, puisque le nettoyage qui a été fait chez les deux autres religions n'a pas été fait chez l'islam, et l'homme, l'individu, la liberté, et tout ça est en cause dans certains pays musulmans. Voilà, malheureusement. Malheureusement, c'est ça qu'il faut écarter totalement l'islam de pouvoir. On dit, voilà, si tu es musulman, c'est chez toi. Même en dehors de la maison, tu n'as pas le droit d'imposer à ta fille de 6 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans de porter le voile ou de parler de l'islam dans l'école ou collège, je ne sais pas quoi. C'est ça qu'on doit faire comprendre aux dirigeants musulmans, parce que les musulmans eux-mêmes, ce sont des gens gentils qui ne connaissent même pas un verset de Coran. C'est les savants qui doivent être éclairés. Comme j'ai écrit dans mes bouquins, l'islam de France et même quelques sujets tabous sur l'islam et plusieurs d'autres projets de l'islam de France que j'ai écrits. C'est les chefs, c'est les dirigeants musulmans, surtout en France, chez nous, qui doivent devenir sages et dire aux gens, chez vous, à la maison, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais dans la société, non. Et patati patata. Voilà. Alors après, vous avez parlé, cher Philippe, c'était de quoi que vous avez parlé tout à l'heure? Oui, la situation de la présidence. Ah oui, merci. Vous voyez, cher Philippe, il y a une chose qu'on doit savoir. En Iran, vous avez deux patrons officiels. Un, c'est le guide spirituel qui est Ali Khamenei, qui a succédé à Khomeini. Lui, il est le patron responsable sans accepter la responsabilité. C'est guide, c'est imam, c'est le prophète vivant. Après lui, vous avez le président de la République islamique d'Iran. Le problème, c'est ça. Actuellement, par exemple, à New York, c'est Ebrahim Raisi, président de la République islamique d'Iran, qui a rencontré Macron et qui est à New York, il est président de la République. Et il a 9 ans de moins que moi, c'est un enfant de notre quartier à Mashhad, qu'il avait perdu son père, était un pauvre jeune, maintenant il est président, même avant il était juge, même il y a déjà 35 ans, lui-même il était juge, exécuté plusieurs milliers de personnes. Ça, il est sous l'autorité du guide, qui le guide, il est Ali Khamenei. Ali Khamenei, on dit qu'il est malade et même mourant, mais moi je pense qu'il est déjà mort depuis longtemps, et c'est un sosie fabriqué par la Russie, ce n'est pas des plaisanteries, ce n'est pas des histoires que je vous raconte, c'est la vérité. Mais c'est vrai que pour la plupart des vérités, comme c'est annoncé par nos amis sur cette antenne, certains individus ne peuvent pas penser ou croire. Ali Khamenei, c'est un ordinateur géré par Poutine, par l'Union soviétique. Comme quoi, les talibans en Afghanistan, c'est géré par quelqu'un qui n'existe pas. Par exemple, tapez sur l'Internet, le patron de talibans en Afghanistan, il s'appelle Hebatullah Akhund Zadeh. Cette personne a été assassinée il y a 7 à 8 à 9 ans.
il n'existe plus. Mais on parle au nom de ce monsieur-là, on donne des déclarations à son nom, mais jamais on ne l'a pas vu depuis que les Taliban ils ont pris le pouvoir. C'est une méthode, on peut dire nouveau, de la mondialisation, de mettre une carotte comme patron d'un pays, après faire tout ce qu'ils vont. Voilà. C'est-à-dire le guide, soi-disant, Ali Khamenei, avec 80 et quelques années, il est mourant, mais ce gars-là a réussi, qui est président de la République islamique d'Iran, qui a 58 ans, 55 ans, 56 ans, je ne sais pas, et lui, il est, voilà, un peu plus jeune que lui. D'accord, David, merci pour ces précisions. On est quand même, tout à l'heure on parlait de la situation en Ukraine, d'espionnage et de contre-espionnage, des affaires compliquées. Alors il y a Ismaël qui voudrait vous poser une question. On t'écoute, Ismaël. Oui, bonjour, monsieur Abbas, comment vous appelez, Abbas? Monsieur Abbassi. Pose la question. Abbassi. Alors la question c'est, bon, s'il y a une révolution en Iran, on dit qu'il y a une révolution, bon, il y a ce qu'on appelle une dame qui a été assassinée par ce qu'on appelle les gardiens de la révolution. Ok, elle a été assassinée, peut-être qu'elle a été même visée, comme vous le dites, hein, selon vos informations, hein, c'est pas moi qui vous dis, hein, je vous ai écouté. Hein. Donc, il y a une révolution, voilà. Quel est l'avenir après, s'il y a une chute, bien sûr, des Maolas, c'est-à-dire des Maolas, il y a une chute de ces Maolas, de cette tyrannie, hein, d'une interprétation, on va dire, plutôt abbasside, je dirais. Après cela, hein, et bien sûr, chiites duodécimains, hein, imamites, est-ce que c'est des ahbarites, des usulites, on ne sait pas. Bon, bref. Après cela, quel est l'avenir pour l'Iran? Est-ce que l'Iran va se développer? Est-ce que ils auront, on va dire, une vie familiale beaucoup plus sereine? Comment on voit l'Iran après cette révolution? C'est ça la question. Voilà. Merci mon cher Ismaël. Ça se voit bien que M. Ismaël, il connaît bien tous les sectes dans l'islam, qu'ils soient chiites ou sunnites ou wahhabites ou akhbarines ou abbasides ou d'autres. Tu connais tous, ça se voit que tu connais bien le fiqh al-islami, c'est-à-dire les lois islamistes. Tu le connais. Mais l'histoire en Iran, ce n'est pas comme ça que tu penses, cher Ismaël. D'un côté, le peuple iranien, il n'est pas inquiet que qui va remplacer les ayatollahs d'aujourd'hui. Puisque peut-être un peu ce n'est pas raisonnable pour certains, mais puisque depuis 43 ans, comme je viens de te dire, de vous dire, ce régime, il n'a pas fait que des assassinats et il a détruit le pays et plusieurs milliards de dollars chaque année suite à l'embargo américain a été volé de la caisse d'Iran, dispatché dans les mains de la mondialisation et des familles de pouvoir, etc., etc. Et je te dis que plus de 124 000 personnes étaient seulement exécutées, à part de 1 million de personnes qui ont été assassinées dans la guerre de Saddam Hussein avec l'Iran et tout ça, à part de tout le bordel de merde que ce régime il a ramené en Irak, en Kurdistan et dans les autres pays du monde entier, à part de tout ça, le peuple iranien il est sous la pression. Et une chose seulement, je vais te dire, tu devais écouter mes émissions précédentes sur Ici et Maintenant, même la guerre d'Ukraine qui était piégée, Poutine, par les Américains et l'OTAN, c'est l'Iran, la République islamique d'Iran, il avait un rôle assez important. Alors ce régime ne mérite plus d'exister. Alors, à sa place, qu'est-ce qu'il va venir? Je ne vais pas te dire tout de suite, je ne vais pas te dire, puisque comme Philippe il a dit, il y a espionnage et contre-espionnage. Si certaines informations en déclenchent tout de suite sur l'écran, sur l'antenne, sur je ne sais pas quoi, après tout de suite, il aura des interventions, mais ne t'inquiète pas, le régime et le pouvoir qui va remplacer les ayatollahs qui sont déjà prêts,
avec plusieurs tendances démocratiques, humanistes, antiracistes, et déjà, il existe déjà, ne t'inquiète pas, parce que toutes ces manifestations que vous pouvez constater, si vous savez bien un peu de politique, et je ne sais pas quoi, comme je vous ai parlé de l'origine de la révolte printemps arabe, qui ça n'était pas commencé en disant Allahu Akbar. C'était une préparation qu'Ahmed Ben Nour avait un rôle assez important, etc. Actuellement aussi, mes chers amis, si vous voyez que la totalité d'Iran est en train de brûler à cause de l'assassinat de Mahsa Jina Kurvestani, c'est puisqu'il y avait une préparation, il y a une organisation, et cette organisation, quand il fait quelque chose, il est capable de mobiliser le monde iranien. Alors soyez sûrs, et surtout le monde iranien à New York, je vous invite de consulter les images de New York